Caroline Dehaze vient de nous rejoindre. Bienvenue, vous êtes militante féministe, cofondatrice de l'association Oser, le collectif, enfin vous étiez fondatrice de l'association Oser féministe et créatrice du collectif Nous Toutes, voilà, qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et d'ailleurs, vous venez de signer ce livre, En finir avec les violences sexistes et sexuelles. On va en parler de ce sorte de guide pratique, finalement pour aider à la fois les potentielles victimes à réagir et la société dans son ensemble à réfléchir et peut-être en arriver à une prise de conscience de la question. C'est passionnant et très pratique et même parfois, peut-être on vous reproche parfois d'être premier degré, là justement c'est assez drôle, justement, c'est ça qui est assez intéressant. D'ailleurs, je profite pour vous signaler qu'Elisabeth Moreno sera notre invitée dans quelques minutes à midi au grand jury. La ministre à l'égalité femmes-hommes à la veille du coup quelques heures, je vais y arriver, quelques heures de la journée des droits des femmes, voilà. D'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous politique, tous les buzz et les bugs de nos amis politiques. On commence avec François Hollande qui a décidé de se lâcher dans le Parisien. À la veille de la journée internationale des droits des femmes, comme tous les 8 mars, j'aimerais me tourner vers vous, évidemment, Caroline Dehaze, pour ce livre En finir avec les violences sexistes et sexuelles. C'est un manuel d'action très pratique, pour le coup, très facile à lire, avec des petits tests, des petites questions, on peut prendre des notes, etc. Donc c'est à la fois, j'imagine, pour les potentielles victimes, et puis pour tout le monde, finalement, pour mieux comprendre, mieux prendre conscience, peut-être de nos erreurs. En fait, l'objectif, c'est vraiment de faire monter le niveau de conscience. Parce que quand on travaille sur les violences, on a l'impression, quand on en discute à la machine à café, quand on y retournera, ou en repas de famille, qu'on en parle beaucoup dans la société de ce sujet-là. Et en fait, quand on commence à creuser un peu, on se rend compte que le niveau de connaissance du sujet est très faible. Par exemple, très peu de gens en France savent que chaque jour dans notre pays, 250 femmes sont victimes de viol. Très peu de gens savent que 32% des femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel au travail. Et donc, il y a un décalage entre le sentiment qu'on en parle beaucoup et la réalité de la connaissance. Or, la connaissance, elle est déterminante pour faire reculer les violences. Dans les chiffres, évidemment, vous en citez plusieurs. Dans le livre, il y a 32% des femmes qui disent avoir subi du harcèlement sexuel au travail. C'est énorme. 94 000 femmes qui disent avoir été victimes de viol ou de tentatives de viol chaque année. Une femme sur deux qui aurait été victime d'une violence sexuelle au cours de sa vie. Ça semble gigantesque. J'aimerais quand même qu'on essaye de se tourner sur... d'essayer d'être positif, en tout cas. C'est ce que vous essayez de faire d'ailleurs dans le livre. On est quand même dans une société aujourd'hui post-MeToo, cette libération de la parole, la loi du silence en quelque sorte a volé en éclats et on s'est mis à écouter la parole de ces femmes qui parlaient peut-être mais qu'on n'écoutait pas jusqu'à maintenant. On est quand même passé à une autre étape, qui a une prise de conscience, il s'est passé quelque chose. Alors on est passé à une autre étape, mais ce qui est intéressant, c'est que cette prise de conscience et ce choc MeToo, qui a été un choc mondial en fait, et qui pour moi me remplit d'optimisme, parce que je pense qu'on ne pourra jamais revenir en arrière. On ne pourra jamais revenir à l'avant MeToo. Le niveau de conscience a tellement bougé, la société a tellement bougé qu'on ne pourra jamais revenir au niveau d'avant. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette prise de conscience ne suffit pas à faire bouger les chiffres. On n'a pas encore franchi le pas qui permet de faire reculer de manière matérielle, réelle, les violences dans la société. Et un des éléments du livre, c'est de se dire, il y a plein de façons de faire reculer les violences. On peut être président de la République et déclencher des politiques publiques très ambitieuses pour en finir avec les violences, avec les moyens financiers. Eh bien justement, on va écouter le président de la République parce qu'il y a pas si longtemps, en 2017, au début de son quinquennat, il avait bien dit que la lutte contre les violences faites aux femmes, c'était une des priorités de ce quinquennat. Regardez ce qu'il disait. Je me suis en effet engagé à ce que la cause du quinquennat soit celle de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je serai personnellement attentif à ce que cette grande cause remplisse pleinement sa fonction. Nous serons sans faiblesse. Voilà, la grande cause du quinquennat. Alors, quel bilan vous en faites aujourd'hui? Vous le disiez il y a quelques instants. Voilà, on peut prendre des décisions. Est-ce que vraiment, il y a eu beaucoup de paroles? Est-ce qu'il y a eu des actes? En tout cas, il y a des angles morts absolument problématiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider d'en finir avec les violences et, par exemple, pas s'intéresser aux questions de prévention. Les politiques qui sont menées aujourd'hui par le gouvernement, c'est principalement des politiques qui visent à traiter les violences, à accompagner les victimes et à permettre aux auteurs, en fait, de changer leur comportement. Mais d'abord, c'est très limité. On a très peu de moyens, que ce soit en matière de protection de l'enfance ou de protection des femmes victimes. Tous les services de l'État, les associations disent qu'il manque de moyens sur le terrain. Vous dites d'ailleurs dans le livre, le plan, il est connu pour faire face à ces violences. Il manque la volonté, le financement qui vont avec. Et en fait, un des angles morts majeurs, c'est la question de la prévention. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'en France, il y a des trucs qu'on sait hyper bien faire et qu'on pourrait dupliquer sur la question des violences. Par exemple, la sécurité routière. Je suis quasiment certaine que tout le monde autour de la table, là, quand vous prenez votre voiture l'été, s'il y a des enfants à l'arrière, vous entendez à un moment sur le trajet une petite voix qui dit « Papa, maman, est-ce que tu es sûr que tu roules pas trop vite ?» Nos enfants sont, je vais employer un mot qui est un peu fort, mais qui est réel, conditionnés à la sécurité routière. Parce que depuis des années, dans l'école, on apprend aux enfants le code de la route.
Pourquoi on n'est pas capable de faire ça sur les C'est-à-dire qu'on ne le fait pas à l'école. Le respect de la femme, par exemple. Pas de manière aussi forte que ce qu'on fait sur la sécurité routière. Il y a 60 millions ou 70 millions de mentalités à changer. Et ça peut passer par les enfants. Et c'est marrant parce que ce que vous dites, parce que les enfants, c'est la même chose. Généralement, sur le tri des déchets, ce genre de choses. Généralement, on se fait engueuler par ses enfants en disant, mais ah oui, déjà la cigarette, et puis, mais papa, il faut faire attention, il faut trier ses déchets. Voilà. Les enfants, finalement, c'est ça, c'est l'espoir aussi, Virginie Leguet, cette nouvelle génération. Je voulais revenir sur ce que vous dites. Il y a 70 millions de mentalités à changer ou 60 millions de mentalités à changer, y compris celles des femmes qui ont beaucoup de mal encore aujourd'hui à identifier et à mettre les bons mots sur ce qu'elles ont vécu. Et je trouve que ce livre, de ce point de vue-là, est extrêmement pratique parce que ça explique dans quelle situation, tel geste, telle phrase, tel comportement n'est pas acceptable. Est-ce que ça c'est du harcèlement? Est-ce que ça c'est une agression sexuelle? Les femmes aujourd'hui ne mettent pas toujours les bons mots sur les comportements. Donc c'est non seulement l'éducation des enfants, l'éducation des hommes, mais l'éducation des femmes. Bien sûr. Par exemple, sur le harcèlement, c'est très intéressant. Moi, quand j'interviens, que ce soit avec nous toutes ou dans mon travail, je montre une diapositive et je dis, il lui a mis une main aux fesses dans l'ascenseur. À votre avis, est-ce que c'est du harcèlement sexuel ou autre chose? La quasi-totalité des gens disent harcèlement sexuel. En fait, une main aux fesses, c'est pas du harcèlement, c'est plus grave, c'est une agression sexuelle. Et je précise, quand vous parlez de votre profession, c'est que vous faites des formations dans les entreprises pour sur la prévention des violences. Voilà, les violences. Je m'en suis beaucoup servi pour écrire le livre parce que dans les entreprises, il y a plein d'éléments en fait, qui, moi, me rendent justement très optimiste. Et notamment, il y a un outil qui est fondamental quand on travaille sur les violences, c'est le code du travail. Le code du travail, il est très protecteur. Il est protecteur pour les personnes mises en cause et il est protecteur pour les personnes victimes. Je vous prends un exemple. Il y a une loi qui prévoit, enfin dans le code du travail et dans les jurisprudences, en fait, il y a un élément qui prévoit que dès qu'une direction d'entreprise ou une DRH ou un DRH est informé de faits de violence, on apprend par exemple qu'un cadre de l'entreprise a commis du harcèlement sexuel ou une agression sexuelle, voire un viol ou une tentative de viol, il y a une obligation. Elle a été rappelée par la Cour de cassation en 2019. Cette obligation, c'est de déclencher une enquête interne pour aller vérifier les faits. Et ça, c'est protecteur pour tout le monde. Mais est-ce que c'est appliqué? Alors, ce n'est pas appliqué. Et c'est là où on a un problème. Il faut le rendre super efficace. Il faut le savoir, il faut que tout le monde le sache. Ouais, il faut le savoir et puis il faut le faire. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui le savent, qu'elles doivent protéger les personnes. Alors, je me pose une petite question, parce que là, vous parlez évidemment d'agression sexuelle, de viol, etc. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont réagi quand on a dit que vous alliez être invité aujourd'hui et qui disent mais quand même, il y a une partie, il y a un côté générationnel, on ne peut plus être dans la séduction aujourd'hui. À quel moment s'arrête la séduction? À quel moment commence le harcèlement? Vous l'entendez? Vous les entendez ces arguments-là? Ça veut dire qu'on ne peut plus draguer ses collègues de travail, par exemple. Voilà. Et ça, vous répondez à ces questions-là. À un moment donné, est-ce qu'on ne va pas parfois un peu trop loin? Et du coup, les gens ont tous peur, finalement, de se parler. Je rappelle juste que 32% des femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel au travail. Donc, moi, je considère que tant qu'il y a 32% des femmes qui subissent du harcèlement sexuel au travail, on ne va pas trop loin nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va trop loin, ce sont les violences. Sur la question de la drague et du harcèlement, moi, j'adore cette remarque parce qu'elle revient tout le temps. On ne peut plus draguer. Non mais depuis MeToo, c'est compliqué. On ne peut plus faire de compliments. Bon. Alors d'abord, je tiens à rassurer tout le monde. C'est-à-dire que si la drague, les rapports sexuels, les histoires d'amour étaient interdites au travail, je pense qu'on aurait interdit au travail, on aurait un petit problème de natalité dans le pays. Parce que globalement, il y a plein d'histoires d'amour formidables. C'est souvent le lieu de rencontre, ou de plan cul qui ont commencé au travail. Et franchement, tant mieux. Enfin, moi, j'adore. Plan cul, d'histoire d'amour. D'ailleurs, le prochain livre sera sans doute sur les crushs et les histoires d'amour parce que je trouve ces sujets passionnants. Bon. Mais en fait, ce que je trouve très intéressant avec ça, c'est que ça donne le sentiment, cette idée qu'on pourrait plus draguer, que en fait, le harcèlement et la drague seraient une histoire de degrés. Là, je te drague, oui. Là, je te drague de manière appuyée, là, drague lourde, et puis là, pardon, excusez-moi, je me suis mis à te harceler. En fait, ça, c'est un mythe, c'est une fausse histoire. La drague et le harcèlement, c'est pas une histoire de degrés. Le harcèlement, c'est pas de la drague plus. C'est une différence de nature. Soit je suis dans un rapport consenti, je vais draguer quelqu'un, je peux me prendre un gros râteau. C'est hyper désagréable, j'ai beaucoup d'empathie pour toutes les personnes qui se prennent des râteaux, je m'en suis pris moi aussi, c'est la vie. Bon. Mais en fait, c'est pas pareil ça que d'être violent avec quelqu'un. C'est deux choses différentes. On reçoit beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, évidemment, de gens qui veulent réagir et qui veulent prendre la parole. On a Alain qui nous dit « Je suis totalement contre les violences sexistes et ou sexuelles. Je crains que Caroline Dehaas soit viscéralement contre les hommes, qu'ils soient sexistes ou pas. » Ça, elle revient aussi beaucoup, cette question. Est-ce que vous êtes contre tous les hommes? Est-ce que vous estimez que tout homme est potentiellement un agresseur? Alors moi, je trouve ça très intéressant que Alain se sente concerné en tant qu'homme lorsqu'on parle des hommes qui violentent les femmes. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que Alain, quand je parle du harcèlement sexuel, du viol, se sent concerné?
Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui m'interpelle. Parce que par exemple, Mais il moi, n'est pas quand le on seul, parle- il y a beaucoup de gens qui disent « Ah mais ces nouvelles féministes, elles mettent tous les hommes dans le même panier ». Alors d'abord, je tiens à dire que Olympe de Gouges, en 1789, entendait déjà ça. Donc le côté nouvelle féministe, je pense que... en Non, fait, mais non. admettez qu'il y a eu des déclarations extrêmement excessives concernant les hommes et qui avaient Mais tendance... lesquelles? Mais Bah, lesquelles? Dites-moi lesquelles. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois que des femmes prennent la parole pour dénoncer les violences, on leur dit qu'elles sont excessives. Moi, quand on me dit que je suis excessive, en général, j'ai le sentiment d'avoir touché un truc qui dérange, d'être dans la bonne direction. Non mais on parle des propos, par exemple, d'Alice. on se souvient des propos d'Alice Coffin. Voilà, elle a eu des propos Mais qu'est-ce qu'elle a dit, Alice Coffin? Elle a dit un truc. C'est très intéressant de reprendre des propos d'Alice pour essayer de comprendre pourquoi ça a déclenché un truc aussi incroyable. Elle a dit, moi je suis lesbienne, je vis avec une femme. Et parce que je vis avec une femme, statistiquement, j'ai moins de risques d'être victime de violence. Elle a dit ça, Alice Coffin. C'est factuellement vrai. Elle a simplement conclu, à partir du moment où je suis hétérosexuel, j'ai un risque très important d'être violenté Violé. par mon mari, qui est un homme, forcément. Violé dans le cadre du mariage. Vous avez 13% des femmes en France, 12%, pardon, 1 sur 8, qui a été victime de viol. 1 sur 8, par un homme, d'accord? Par un homme. Donc, quand vous êtes dans une relation hétérosexuelle et que vous vivez avec un homme, vous avez statistiquement plus de risques d'être victime de violence que quand vous ne vivez pas avec un Ça homme. ne veut pas dire évidemment qu'à partir du moment où on vit avec un homme, on est Mais nécessairement Elle a victime. donné comme Voilà. ça. Incroyable. Elle a généralisé beaucoup les Non, choses. reprenez les propos d'Alice. Et moi, c'est ça que je trouve très intéressant. C'est que quand on commence à dénoncer les violences, très vite, on se prend un mur en mode « Oh, attention, vous allez dans l'extrême !» Et il y a des vous allez femmes trop qui le loin. disent aussi. Il n'y a pas que des hommes qui vous disent ce Ah, genre mais de bien choses, sûr. qui disent que vous allez trop loin. Juste pour faire quand même un petit point biologique, le fait d'être engagé, d'être féministe, n'est pas lié à nos organes génitaux. Donc le fait d'avoir un vagin, un pénis, Il y a en des fait, on hommes n'a pas féministes. de rapport en fait, avec le fait d'avoir des convictions. Enfin, en tout cas, scientifiquement, on n'a jamais fait le lien entre les deux. Il y a un chapitre Il y sur a des l'humour. personnes féministes, femmes ou hommes, peu importe. Je voulais rapidement aller là-dessus. Il y a un chapitre sur l'humour. On dit voilà, on peut plus faire de blagues. Voilà, les blagues misogynes, quand c'est du second degré, c'est possible pour vous ou pas? En fait, ce qui est interdit, ce qui est très clairement interdit, moi toujours je me ramène à la loi, c'est de porter atteinte à la dignité des gens. Mais c'est Donc si très. vous faites une blague, qu'elle soit sexiste, raciste, homophobe ou antisémite, et que personne ne se sent atteint dans sa dignité, ce n'est pas interdit. Moi, si vous faites une blague, en fait une remarque sexiste, raciste, homophobe, antisémite, ou transphobe, ou grossophobe, peu importe, je vais me sentir atteinte dans ma dignité. Et donc, c'est à vous qui faites la blague, je mets des guillemets à blague, de vérifier en fait qu'on n'atteint pas la dignité des gens. Mais on ne peut C'est pas assez forcément le simple. savoir avant. Oui, mais donc, si jamais je fais une blague, je mets des guillemets, Ouais, une bien remarque, sûr. qui vous met mal à l'aise, en fait, comme je suis un être humain doué d'un cerveau très puissant, je vais m'en rendre compte que je vous mets mal à l'aise. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'excuser, et en fait, il n'y aura plus de sujet. Mais Le ça veut problème, dire c'est qu'on est quand obligé de c'est- réglementer l'humour malgré tout. Il y a des choses qu'il faut s'interdire Non, par peur de blesser quelqu'un. Mais c'est pas moi qui veux réglementer, c'est la loi. Donc la loi, elle réglemente l'atteinte à la dignité. C'est ça qu'on n'a pas le droit de faire. C'est pas des blagues qui sont pas interdites. Ce qui est interdit, c'est d'atteindre à la dignité. C'est très différent quand même. Bon, en tout cas, c'est absolument passionnant. Finir avec les violences sexistes et sexuelles, on peut se plonger dans ce livre. Alors, on n'est pas toujours d'accord avec tout ce que vous dites, mais en tout cas, ce sont des pistes de réflexion absolument passionnantes. C'est chez Robert Laffont. Je précise que tous les droits d'autrice, c'est écrit sur la couverture, seront reversés au collectif Nous Toutes qui lutte donc contre ces violences au quotidien. Tout de suite,